Sécurité pour les nuls. Avant de commencer ce nouveau thème, d'abord, je vous souhaite bonne année 2025, mes meilleurs vœux et tout le bonheur. J'espère que cette année sera pour vous une année de réussite et surtout dans le domaine de la cybersécurité. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle la carte PKI, Public Key Infrastructure. Ça, c'est très important. Nous utilisons, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé la carte PKI, ou bien si vous n'avez pas utilisé, aujourd'hui vous allez savoir c'est quoi une carte PKI. Voilà. Une carte PKI, c'est très simple. C'est comme une carte, comme vous voyez, comme une carte d'identité biométrique. Dans cette carte, il y a une puce. Cette puce contient le certificat, les informations de la clé privée et publique et le certificat. Donc aujourd'hui, on va vous parler de comment mettre en place cette infrastructure et elle est composée de quoi? Voilà. Comme je disais, une carte PKI, c'est une infrastructure que nous mettons en place pour nous permettre d'assurer l'identité entre deux parties qui communiquent à travers un certificat. Après, je vais vous parler de ce qu'on appelle un certificat. Cela nous permet ici d'assurer ce qu'on appelle l'authentification, la confidentialité, la non-répudiation et l'intégrité. Pour mieux comprendre cela, parlons d'abord de ce qu'on appelle un certificat. Un certificat numérique, c'est quoi? Un certificat, ici, se trouve ici dans la carte PKI pour nous permettre de vérifier qu'une application, un site web, un ordinateur, un utilisateur, un message que nous envoyons par exemple sur Outlook vient de la personne qui devrait nous envoyer le message et le message n'a pas été modifié. Le certificat ici contient des informations pour que nous soyons sûrs que le message vient de qui. Ça, c'est très important. Pour mieux comprendre cela, on va parler des contenants d'un certificat. Comme vous entendez, certificat, certifier quelque chose, certifier l'identité. Et comme vous avez vu sur la carte, le certificat sur la carte sera un peu comme ça. Il y a le nom, le prénom, quand le certificat sera expiré et tout. Maintenant, pour mieux comprendre ça, je vais vous parler un peu des contenants d'un certificat. Il y a le numéro de série. Il y a la version du certificat. Il y a les informations sur l'algorithme utilisé pour chiffrer les données. Il y a la date de validité. Il y a la signature de l'autorité émettrice. Pour mieux comprendre ça, je vais rentrer dans les détails tout de suite. Ça, c'est très important. Si vous partez par exemple sur un site, je vais donner un exemple dans une autre vidéo, là où vous allez voir toutes les informations sur un certificat. Ce site, c'est osintafrica.net. Quand vous partez sur ce site, il y a une partie là où vous pouvez voir sur votre navigateur les informations d'un site, les informations sur les certificats. Et tout ce que je vous ai dit ici, vous pouvez voir toutes ces informations. Vous allez voir quand le certificat a été créé, quand est-ce que ça va être expiré. Et le SHA 256 de certificat, la clé publique, le nom de common name, c'est-à-dire que qui est le propriétaire de ce certificat et tout. Cela va vous permettre de savoir que quand vous vous connectez sur une application, un site web, cela va vous permettre de savoir que oui, c'est ce site web ou cette application appartient à quelle organisation. Donc, on peut avoir confiance à cette organisation. C'est ça l'idée en général des certificats. Un exemple, quand vous vous connectez sur une banque, comment vous pouvez être sûr que c'est cette banque? Des fois, les gens peuvent créer un domaine qui se ressemble au domaine de la banque. Et si vous regardez le certificat, les informations ici vont vous permettre de savoir que non, ce n'est pas cette banque, ça a été forcément falsifié. Les applications que vous utilisez aussi, si vous travaillez dans le domaine incident response ou SOC analyst, et souvent quand vous faites des investigations, vous allez voir des applications sans certificat, c'est douteux. Donc ça, il faut alors faire plus d'analyse. Vous pouvez aussi des fois voir des applications avec certificat. C'est possible aussi que des attaqueurs créent une application avec un certificat, ce qui est rare. Et
au moment où vous vous rendez compte que cette application, avec ce certificat, est une application malveillante, vous devez juste révoquer tous ces certificats et voilà, donc cette application ne sera plus valide. Voilà, vous voyez pourquoi c'est important d'avoir un certificat. Un utilisateur aussi peut avoir un certificat. Un ordinateur aussi. Si votre ordinateur a un certificat, cela va permettre à cet ordinateur de se... Par exemple, dans votre système, vous pouvez dire que tous les ordinateurs qui ont notre certificat, seulement ces ordinateurs peuvent se connecter dans notre réseau. Sinon, vous ne pouvez pas vous connecter. Ça, c'est encore protégé ce qu'on appelle de rogue device, des ordinateurs qui ne doivent pas être connectés dans votre système. Un utilisateur aussi peut avoir un certificat. Si un utilisateur a un certificat, si le certificat est expiré, il ne peut plus se connecter. Donc le certificat est très très important ici. C'est pourquoi on a besoin de ce qu'on appelle une carte PKI. La carte PKI a beaucoup d'informations. On va parler de tout ça tout de suite. Ok. Maintenant, pour mettre une carte PKI en place, il faut connaître les composantes de cette carte PKI. Parce que je vous ai dit que c'est une infrastructure. Une infrastructure, il y a des serveurs, il y a des ordinateurs, il y a des informations que nous devons avoir pour mettre cette infrastructure en place. Et il y a deux choses qu'il faut savoir. Vous pouvez mettre une carte PKI de façon locale dans votre entreprise, ou bien vous passez par une entreprise comme Symantec ou Microsoft, si je ne me trompe pas. Il y a Trustwave, ou bien il y a d'autres entreprises aussi qui sont des comment dirais-je, certificate provider, ou bien qui peuvent vous enregistrer. Vous voyez? Donc, l'exemple que nous allons donner dépend des deux cas. Voilà. Quels que soient les deux cas, il faut avoir ces composantes. La première composante ici, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle autorité de certification. En anglais, c'est Certificate Authority. C'est cette autorité qui émet et révoque le certificat. C'est-à-dire que si moi, je n'ai pas mon infrastructure, je veux avoir un certificat parce que mon application, je veux que mon application, par exemple, ou mon site web soit certifié. Qu'on sache que ce site web m'appartient ou cette application vient de moi. Donc, je passe par une autorité de certification qui va me certifier. Ils vont demander des informations que je vais fournir. Après, ils vont me certifier. Et pour révoquer aussi, quand le certificat est expiré, c'est eux qui vont révoquer. Voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi autorité d'enregistrement. RA, Registration Authority en anglais. Eux, leur boulot, c'est quoi? C'est de vérifier l'identité des utilisateurs ou des entités demandant les certificats. Deux fois, le C et le RA, autorité de certification et autorité d'enregistrement, vont de pair. C'est une même organisation. Des fois aussi, c'est séparé. Ça dépend. Et si vous avez votre propre infrastructure, donc vous pouvez faire ça, avoir vos serveurs et tout ce qu'il faut. Je vais parler de comment mettre ça en place tout de suite. Il y a ce qu'on appelle aussi référentiel de certificats. Ici, c'est stocker les certificats émis et les listes de révocation de certificats. Il y a ce qu'on appelle Online Certificate et Security Protocol, si je ne me trompe pas. Il y a aussi Certificate Revocation List. Si vous partez sur vos navigateurs ou vos browsers, vous pouvez voir le OSCP, par exemple, sur Mozilla ou d'autres. S'il y a un certificat expiré, vous pouvez voir tout ça, la date d'expiration et tout. Cela vous permet de savoir si le certificat est expiré ou pas. Si un certificat est expiré, donc ce qui est douteux, donc il ne faut pas se connecter sur ce site. Parce que peut-être ce site en ce moment n'est pas encrypté, n'est pas chiffré, le site n'a pas de certificat. Qui sait à qui appartient ce site? Et si c'est une banque, ça peut arriver. Des fois, il y a des applications qui sont sur le web et ils oublient des fois de renouveler le certificat quand c'est expiré. Ça aussi, ça arrive. Voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi système de gestion des clés. Pour avoir votre infrastructure, il faut savoir comment gérer les clés, où stocker vos clés. Il faut que la clé ait un cycle de vie. Le temps de création, le temps de vie et quand c'est expiré, comment révoquer. Donc, il faut mettre tout ça en place. Ça, c'est très important. Donc, les composantes d'une carte PKI ici, c'est quoi? Autorité de certification, autorité d'enregistrement, référentiel de certificat, système de gestion des clés. Pour mettre tout ça en place, il faut avoir votre infrastructure.
L'infrastructure ici, pour mettre en place, la première chose ici, c'est quoi? Il faut mettre en place une politique. Cette politique va vous permettre de savoir qui va faire quoi, le rôle de chaque entité, chaque équipe et les technologies qu'il faut mettre en place et ainsi de suite. Une fois que vous mettez une politique en place, il faut faire l'architecture de votre carte PKI, de votre infrastructure. Les serveurs, où les clés seront, les utilisateurs. Si les certificats sont révoqués, comment il y aura communication entre tous ces protocoles-là. Donc, il faut faire l'architecture. Une fois que vous mettez l'architecture en place, vous pouvez configurer ce qu'on appelle de route CA, de route Certificate Authority, autorité de certificat, pour savoir qui vous êtes, pour vous identifier. Comme je vous ai dit, il faut avoir votre autorité de certificat. Et aussi, il faut mettre en place ce qu'on appelle l'autorité d'enregistrement. Comme je vous ai déjà dit, il faut mettre ça pour enregistrer, soit vous passez par une entreprise comme Symantec ou Trustwave, ou bien si vous avez votre propre infrastructure, donc vous pouvez mettre tout ça en place. Il faut des ingénieurs. C'est pourquoi il faut mettre une politique en place qui vont mettre tout ça en place. Il y a ce qu'on appelle configurer la gestion des clés. Comme je vous ai déjà dit, il faut configurer les clés. Une clé privée et une clé publique, parce que ici, la carte PKI est composée d'une clé privée et publique. Donc, il faut configurer tout ça pour savoir où ces clés seront et si les clés là ne sont plus valables, comment être informé et comment révoquer. Si le certificat aussi ne fonctionne plus, comment révoquer le certificat. Voilà. Il faut tester la carte PKI, tester votre infrastructure, si ça répond à votre politique ou à vos exigences. Une fois que tout cela est fait, vous pouvez maintenant déployer votre infrastructure. Si c'est une infrastructure locale, ou bien si maintenant c'est une entreprise, vous passez vers une entreprise, donc vous n'avez pas besoin. Voilà. Maintenant, il faut savoir comment utiliser une carte PKI. Quand je travaillais dans une entreprise, il y a quelques années de cela, je ne veux pas donner le nom de l'entreprise, on utilisait la carte PKI. C'était une carte bleue, c'est pas une obligation que ça soit une carte bleue. L'entreprise avait une couleur bleue, en fait. L'image comment dirais-je, pour représenter notre entreprise, c'était la couleur bleue, donc la carte, c'était bleu. Voilà. Comment la première fois, on se connectait avec notre carte PKI. Nos ordinateurs étaient conçus de sorte qu'il y avait un endroit là où on pouvait mettre la carte PKI. Mais ça arrivait des fois qu'il n'y avait pas des ordis pareils pour des nouvelles arrivants. Donc, ils avaient ce qu'on appelle des cartes reader. Ça, c'est pour lire la carte. Vous prenez cette carte, carte reader, pour lire la carte, vous mettez la carte, vous insérez la carte et vous branchez sur votre ordinateur. Ça trouve d'abord, il faudra que les admins activent votre carte et vous mettez la carte. Quand vous mettez la carte, l'ordinateur va lire la carte parce qu'il y a un certificat de l'ordinateur aussi qui est lié à la carte. Et ce certificat-là aussi vous permet de vous connecter sur les applications de l'entreprise, les sites web et tout est lié en fait avec la carte PKI. Voilà, vous devez mettre un mot de passe. C'était souvent 6 chiffres ou 8 chiffres, si je me rappelle. Donc, vous tapez 8 chiffres comme mot de passe, vous vous connectez. Une fois que vous vous connectez la première fois, vous allez aller dans une application. Comme notre infrastructure, c'était local, il fallait en ce moment activer la carte encore, installer un logiciel. Ce logiciel nous permettait d'avoir des informations sur la carte. Est-ce qu'il fallait faire une mise à jour? Il fallait révoquer la carte était révoquée, il fallait faire, comment dirais-je, le patching ou ainsi de suite. Et ça, c'était très, très important parce que cela, ici, nous éviter l'entreprise et protéger l'entreprise, comme je vous disais. Si vous avez un certificat ou bien vous avez votre PKI infrastructure, cela peut vous permettre de faire de sorte que ceux qui ne doivent pas avoir accès à votre site web n'aient pas accès, aient accès à un utilisateur qu'on appelle de rogue user ou un utilisateur rogue, c'est-à-dire qu'un utilisateur qui est fake, qui n'est pas votre propre utilisateur, parce qu'il n'a pas de certificat, il ne peut pas se connecter. Quelqu'un qui envoie un ordinateur pour se connecter dans votre système, c'est impossible. Donc, le certificat est très, très important. Cela nous permet d'identifier qui nous sommes ou bien une application, à qui appartient cette application
être sûr que cette application n'est pas malveillante, elle vient d'une entreprise que nous connaissons, ou bien on peut vérifier des informations sur cette entreprise. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, la cybersécurité pour les nuls. J'espère que le nouvel an commence bien. Et dans les vidéos à venir, on va aussi vous montrer un peu de pratique sur comment vous pouvez vérifier le certificat d'une application d'un site web, par exemple. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. C'était la cybersécurité pour les nuls. À bientôt.